Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, Bonjour. pour Patrimoine Bonjour. 24, nous allons parler de gestion et de fonds de performance absolue. Alors j'ai donc demandé à Éric Laurie, gérant du fonds Exane Pléiade chez Exane AM, de nous rejoindre. Alexandre Marie, gérant du fonds BDL Bonjour. Rempart de chez BDL Capital. Et pour finir, Xavier Morin pour le fonds Helium Sélection Bonjour. chez Sequent Capital. Alors, avant de rentrer dans vos profils de gestion, j'aimerais juste qu'on revienne sur cette définition de la performance absolue. Moi, j'ai la mienne, mais je pense que vous pouvez un petit peu l'édulcorer. J'aurais tendance à dire que ce type de gestion a pour objectif de générer une performance positive, dans la majorité des cas, qui soit décorrélée du sens des marchés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et peut-être que vous avez, vous, des commentaires à faire sur cette rapide définition. Éric, je commence par vous. Alors, je suis d'accord avec l'objectif final. Évidemment, c'est de faire une performance positive, mais je ne connais pas tellement de stratégie dans l'objectif et de faire des performances négatives. Non, c'est effectivement faire une performance positive et pour la plupart du temps, en effet, assez déconnecté de l'évolution des marchés, des classes d'actifs en fait. La performance absolue, elle se caractérise, de mon point de vue, hein, vraiment par le caractère choisi, ciblé du risque que le gérant décide de mettre en œuvre dans sa stratégie. Donc ça peut être des stratégies qui sont plus ou moins complexes. Il y en a qui sont très simples, il y en a qui sont voilà, au contraire très difficiles. Mais le caractère le fait de cibler très précisément quel type de risque le gérant ou la société de gestion ou l'équipe de gestion décide de prendre. Et généralement, ce sont des risques sur lesquels les gérants ont un savoir-faire avéré. Je vous donne un exemple très simple. Nous, au sein du fonds Pléiade, donc qui est un fonds de performance absolue, notre savoir-faire identifié, c'est le stock picking à l'intérieur de chaque secteur, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur une équipe de gérants spécialisés secteur par secteur, dont l'objectif est de déterminer au sein de chaque secteur quels vont être les gagnants, quels vont être les perdants, d'un point de vue boursier, évidemment. La construction de la stratégie consiste à acheter les valeurs dont on pense qu'elles vont elles vont avoir une meilleure performance dans leur secteur et vendre celles dont on pense que la performance, au contraire, va être moins bonne que celle du secteur. Et ainsi, la performance de la stratégie va être la différence de performance entre le portefeuille acheté et le portefeuille vendu. Et lorsque l'on construit un portefeuille comme ce que je viens d'expliquer, nous ne sommes pas exposés à la classe d'actifs actions et nous ne sommes même pas exposés d'ailleurs à de l'arbitrage sectoriel, c'est-à-dire même le fait de savoir si les financières vont faire mieux que la santé ou de savoir si l'assurance va faire mieux ou moins bien que tel ou tel autre secteur, ce n'est pas très important. En fait, on n'y est pas exposé. On est simplement exposé au fait d'avoir plus souvent raison que tort dans les choix qu'on a fait au sein de chaque secteur. Donc c'est là où c'est très très différent d'investir dans une classe d'actifs. Très différent. Voilà ma définition. D'accord. Alors ça, c'est un peu particulier à vous. C'est ce qu'on appelle le long short market neutral. Market neutre. Mais ce qui est très particulier, c'est le choix, en fait. C'est le risque que l'on a décidé, sur lequel on a décidé d'être exposé. Après, il y a évidemment, comme je le disais au départ, plein d'autres façons de s'exposer à des risques choisis. Et je pense que là, dans cette table ronde, effectivement, il y a d'autres types de risques et cela reste de la performance absolue. Tout à fait. Alors, Alexandre, puisque vous êtes un peu aussi dans la catégorie des long shorts, est-ce qu'on est d'accord sur cette définition et qu'est-ce qui finalement peut vous différencier de ce que Eric nous disait à l'instant? Absolument. Alors nous, on est totalement dans la catégorie long short, hein, avec le fonds BDL Rempart que je co-gère et qui est un petit peu différent effectivement du fonds que gère Eric, puisque nous sommes un long short directionnel, c'est-à-dire qu'on va prendre une exposition au marché
Donc, on a une poche longue où on parie à la hausse sur des entreprises et une poche short où là, on parie à la baisse. Et la poche longue est plus importante en investissement que la poche short. Donc, on a à tout moment une exposition nette positive au marché. Et cette exposition nette positive, on va la faire varier en fonction des perspectives économiques et des aléas de marché, de ce que nous, on perçoit du risque de marché. Et donc, il y a deux composantes, je dirais. Il y a cette exposition nette, mais il y a aussi la sélection des entreprises en long et en short. Et donc, nous, chez BDL Capital, ce qu'on fait, c'est vraiment de la recherche fondamentale et on va chercher à trouver les meilleures entreprises, les actifs de meilleure qualité au meilleur prix possible, dans lesquels on souhaite investir en long. Et inversement, en short, on va aller chercher les entreprises problématiques, celles qui sont survalorisées, celles qui ont un problème de bilan, un risque industriel ou sectoriel. Et je dirais que l'autre différence, c'est qu'on n'a aucune obligation d'investissement dans tel ou tel secteur. On va vraiment choisir en fonction de notre perception du marché, du cycle économique et des entreprises au cas par cas, sur quelle industrie et quelle entreprise on a envie d'être investi. Donc, si je prends un exemple concret, ça fait maintenant 9 ans, presque 10 que je suis chez BDL Capital. Pendant les 8 premières années, nous n'étions pas investis dans le secteur de l'énergie. Et depuis 1 an et demi, nous avons investi environ 10% du fonds Rempart sur le secteur de l'énergie, qui a très bien fonctionné. Mais donc, c'est un exemple pour dire qu'on ne va pas chercher à sur- ou sous-pondérer des secteurs et qu'on n'a pas d'obligation d'être ou de ne pas être investi. C'est vraiment le choix des analystes et des gérants de prendre un pari sur une entreprise et sur le secteur auquel elle appartient. Bon, mais c'est très clair. Alors, Xavier, je crois que vous, c'est complètement différent. On est sur une autre stratégie et pour générer de la performance absolue. Oui, alors ça n'est pas complètement différent, mais effectivement c'est un petit peu différent des pure long short. Donc nous déjà la performance absolue, on la considère comme on souhaite délivrer une performance positive chaque année, quelle que soit l'orientation des marchés, avec un objectif de performance. Si je prends l'exemple d'un de nos fonds dont je suis gérant, Helium Sélection, son objectif de performance est de faire 6% au-dessus du taux sans risque, qui a été à peu près de zéro les dernières années, mais qui maintenant est plus élevé. Donc nous, notre objectif de performance, il bouge directement en fonction du taux sans risque. Donc là, on est plutôt sur un objectif de performance de 9% cette année. Alors, pour arriver à ce résultat, en fait, nous, on se concentre sur les événements d'entreprise, quels qu'ils soient, que ce soit les fusions-acquisitions, les scissions d'entreprise, ou ce que les anglo-saxons appellent les spin-offs, les augmentations de capital, les simplifications de holding, les introductions en bourse. Ça, c'est les principales opérations, mais après, il y en a d'autres aussi, un peu moins importantes. Et donc, en fait, on a des horizons probablement d'investissement un peu plus courts que le long short fondamental, qui va regarder la performance d'une société à moyen et long terme. Donc, on va se concentrer sur ces événements d'entreprise, tout en ayant conscience et tout en étudiant le fondamental de la société, bien sûr. Et on va couvrir nos positions avec des pairs, les mêmes dans le même secteur ou avec le marché, de telle manière à avoir une performance décorrélée totalement décorrélée des marchés. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple d'Helium Sélection, l'année dernière, on fait une performance positive de presque 4%, alors que voilà, on a des marchés quand même très compliqués qui sont en baisse en Europe ou en forte baisse aux US. Voilà. Très bien, donc on a bien compris et merci pour cette pédagogie. Je voudrais revenir sur l'année 2022 avant de parler de 2023. On a eu des marchés extrêmement compliqués, comme le rappelait Xavier. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous vous en sortiez tous plutôt pas mal? Eric? Alors, en ce qui concerne la stratégie Pléiade, effectivement, en 2022, on réalise une performance positive, un petit peu en dessous de 2%. Alors, on peut être satisfait parce que c'est positif, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère réaliser dans ce type de stratégie. Je rappelle l'objectif
d'un fonds comme celui de Pléiades, c'est on cible une performance de 3 à 5% au-dessus du taux sans risque. Donc un peu en dessous de 2, sachant que l'année dernière, le taux sans risque, ça a réalisé un peu près zéro, parce qu'au début d'année, c'était négatif et à la fin de l'année, c'était positif. Bon, voilà, donc les 2% sont plus ou moins ce qu'on a généré en termes d'alpha, donc c'est un peu en dessous de ce qu'on espère faire. Donc ça, c'est le premier point. C'est positif, mais est-ce que je suis satisfait pleinement? Non. Donc ce qui se produit de notre point de vue et par rapport à notre stratégie donc de performance absolue l'année dernière, c'est le fait que il y a une avalanche d'actualités politiques, géopolitiques, macroéconomiques, hein, si vous vous en souvenez. Hein, on démarre avec la guerre en Ukraine, il y a les sujets sur les taux, il y a la crise, la récession, l'inflation très forte, la crise énergétique, je voulais dire. Bon, voilà, il y a une avalanche. Et le marché, dans ce genre de situation, il gère les changements de paradigme un petit peu dans l'urgence, en fait. Et quand il gère dans l'urgence, l'essentiel des mouvements qui sont faits sur les actions ne concerne que ces sujets-là. La part qui est laissée à la lecture vraiment bottom-up à l'intérieur d'un secteur pour comparer les valeurs, honnêtement, c'est plus très épais. C'est pour ça que quand on a ce type de marché, alors, comme nous ne sommes pas exposés aux variations sectorielles les unes par rapport aux autres, ni aux variations de marché, on arrive à s'en sortir parce qu'on arrive à profiter de certains excès, mais c'est vrai qu'on a un peu plus de mal parce qu'on estime que ce qui reste pour la lecture bottom-up est un peu plus faible. Donc l'année dernière, on a réussi à tirer notre épingle du jeu sur des secteurs comme les services aux collectivités ou bien l'énergie. Sans s'y exposer, hein, c'est simplement à chaque fois en pair trading. Hein, ce que j'appelle pair trading, c'est par exemple au niveau de l'énergie, on était long BP, couvert par Eni, on était long de Repsol, couvert par Total. C'était de très bons choix. On n'a pas été exposé au secteur énergie, pour autant on a gagné beaucoup d'argent sur ce secteur. Services aux collectivités également. On a souffert en début d'année parce que long d'Engie, on a été impacté au départ par le démarrage de la guerre, qui a fait très peur sur les actifs ou le business qui était fait avec la Russie. Mais au fur et à mesure de l'année, on s'est rendu compte que finalement, c'était plutôt un plus pour les services aux collectivités qu'un moins, notamment ceux qui sont génération d'énergie. Donc, on avait une position dans les services aux collectivités qui était longue génération d'énergie et plutôt couvert par les services aux collectivités régulés. Et ça nous a apporté aussi. Enfin, là où on n'a pas été bon, et c'est pour ça que la performance n'est pas aussi au-delà de ce qu'on pourrait espérer, c'est dans la santé. L'année dernière, dans la santé, en matière de stock picking, les gagnants, les perdants, on a eu un petit peu tout à l'envers. On a plutôt acheté les perdants et on a vendu les gagnants de façon assez notable. Et ce qui est intéressant avec cette gestion, c'est que ce n'est que là, dans la santé, du bottom-up. C'est-à-dire que c'est notre analyse qui n'a pas été suffisamment judicieuse, globalement, pour aller repérer les gagnants et les perdants. Donc ça, c'est ce sur quoi on va essayer vraiment de s'améliorer cette année. Parfait. Alexandre, vous avez réalisé une très belle année. Vous pouvez revenir dessus? Absolument. Donc le fonds Rempart a fini l'année 2022 avec une performance de presque 15%, 14,9 dans un marché à moins 13%. Donc c'est effectivement une très belle année pour nous et c'est la deuxième année d'ailleurs à 15% pour le fonds. Et cette belle performance, je pense qu'elle vient principalement du fait que nous avions positionné le fonds pour un environnement inflationniste et les conséquences de cet environnement inflationniste. Alors si je reviens d'abord très rapidement sur pourquoi on avait positionné le fonds de cette façon, parce que notre façon à nous de travailler, c'est de passer beaucoup de temps à rencontrer les entreprises et à discuter avec les managements des entreprises, les dirigeants, qui nous donnent finalement leur vision de l'économie. Mais c'est pas l'économie des grands économistes, c'est l'économie du CEO, du directeur financier qui voit ce qui se passe dans ses usines, qui voit ce qui se passe sur le terrain et qui nous remonte finalement ces informations. Et ce qui nous a permis très tôt de effectivement comprendre
qu'on entrait dans un environnement fortement inflationniste, qui avait des gros sujets de logistique, des gros sujets d'énergie, des gros sujets d'approvisionnement en composants électroniques. Et donc tout ça, on a construit notre portefeuille autour de ça. Et évidemment, la conséquence directe de l'inflation, c'est la hausse des taux, puisque les banques centrales sont obligées de lutter contre cette inflation. Et cette hausse des taux, elle entraîne à la fois un coût du financement qui augmente, mais aussi une compression des multiples sur le marché. Et donc, notre portefeuille était positionné pour des entreprises qui bénéficient de l'inflation dans la partie long et les entreprises qui vont souffrir de l'inflation et de la hausse des taux dans la partie short. Et c'est ce qui nous a permis de réaliser cette belle performance en 2022. Très bien. Alors, Xavier, c'était pour vous peut-être un environnement plus difficile que d'habitude. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, alors en fait, nous, on est très dépendant ce qu'on appelle le deal flow, hein, le flux d'activité qu'il y a dans dans le marché autour des entreprises. Et ce qui est très satisfaisant quand même l'an dernier, c'est de s'apercevoir que malgré encore une fois un contexte quand même globalement très compliqué, un des plus compliqués qu'on a eu à connaître dans les 10 dernières années, eh ben on a gardé un flux d'activité assez fort et très très résilient, ce qui nous a permis, en ayant une gestion très rigoureuse, hein, quand même de réussir à poster une performance positive de près de 4%. Donc, si j'en cite quelques-unes, hein, qui sont je dirais les principales, mais loin d'être les seules, il y a eu d'abord l'introduction en bourse de Porsche, qui a été un très gros événement, et surtout dans une année qui a été très compliquée sur tout ce qui était activité, ce que nous on appelle equity capital markets, tout ce qui est introduction en bourse, vente de blocs secondaires, etc. C'est une année très pauvre, contrairement à 2021 qui avait été extrêmement actif. Donc cette introduction en bourse de Porsche, ça a été vraiment le principal événement de ce point de vue-là l'an dernier. C'était la plus grosse introduction en Europe, je crois, depuis très longtemps. Donc ça, c'était un événement très intéressant qui a eu lieu en novembre. Il y a eu la nationalisation d'EDF, qui était un dossier qu'on suivait de très près depuis un certain temps, et dont on savait qu'à un moment ou un autre, il arriverait. Donc on était très attentifs aux déclarations du gouvernement après les élections législatives, ce qui nous a permis d'être présent sur ce dossier dès que Elisabeth Borne l'a mentionné dans son allocution au Parlement. Un certain nombre d'augmentations de capital aussi, notamment pour des entreprises qui devaient un petit peu réparer leur bilan. Donc j'ai notamment en tête Crédit Suisse et Air France. Bon, Air France, évidemment en conséquence de ce qui s'était passé avec le Covid. Crédit Suisse, c'est un peu plus spécifique à Crédit Suisse, mais c'est des entreprises qui, pour continuer à développer leur activité, avaient besoin de faire appel au marché. Donc ça, pour nous, c'est toujours des éléments, c'est toujours des points d'entrée qui peuvent être très intéressants. Et je voudrais mentionner aussi quelque chose d'un petit peu plus exotique, mais qui a été pour nous l'an dernier un facteur non négligeable de performance. C'est tout ce qui est activité d'introduction en bourse, notamment au Moyen-Orient, qui est la seule région qui a vraiment bénéficié, je dirais, d'un point de vue macroéconomique de tout ce qui s'est passé l'an dernier, notamment avec le retour en grâce de tout ce qui est commodité et pétrole, et de la guerre en Ukraine. Et ils ont une volonté structurelle là-bas de développer leur marché de capitaux. Et donc, comme nous, on a des très bonnes relations avec les banques en Europe qui sont plus ou moins les mêmes qui travaillent là-bas, ça nous a permis d'être actifs dans cette région qui émerge un peu comme une région active dans ce domaine-là. Parfait, c'est clair. Bon, 2023, j'ai l'impression que les choses n'ont pas beaucoup changé. L'inflation est toujours là. Les taux vont sans doute continuer à monter. La guerre n'est pas terminée. Donc, vous avez encore un contexte qui paraît très compliqué. Comment vous voyez les choses, Eric? Et il est vrai que si rien n'est résolu, comme vous venez de l'indiquer,
de mon point de vue et par rapport à notre problématique, hein, celle que j'ai évoquée sur l'année 2022, pour moi, le marché, il a conscience des sujets. Donc, il les appréhende. Il les appréhende et ça permet d'avoir non pas de la visibilité, le mot est un peu fort, mais une meilleure lisibilité de mon point de vue. Et donc ça me rend optimiste. Là, je parle vraiment pour notre stratégie. Parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus de place sur en termes toujours pareil, hein, sur les variations des cours de bourse les uns par rapport aux autres. Il y a besoin d'un peu plus de place sur la gestion, sur l'approche fondamentale. Et là, il me semble que on est dans un environnement où rien n'est résolu, mais les problèmes étant connus, il y a de nouveau beaucoup plus d'attention qui est donnée et de flux qu'on retrouve sur vraiment la distinction entre deux valeurs d'un même secteur. Donc pour moi, c'est plutôt un environnement positif. La deuxième point qui fait que je suis plutôt optimiste pour l'année 2023, bah, c'est vrai que il y a un facteur qui est complètement technique, qui n'est pas lié à notre capacité à générer de l'alpha, mais les taux courts en 2023, on estime qu'ils vont être entre, alors je ne suis pas un spécialiste des taux, mais qu'ils vont être entre 2 et 3%. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, nous, on fait les taux courts plus la génération d'alpha. Alors quand les taux courts sont à moins 0,5%, c'est sûr qu'il faut qu'on cavale beaucoup pour aller donner une performance au client qui soit suffisante pour qu'il soit satisfait. Et quand les taux courts sont entre 2 et 3, on affiche quand même des performances un peu plus sympathiques pour la simple et bonne raison que dans un fonds long short market neutre, comme lorsque vous recevez 100 euros, vous investissez 100 euros dans les marchés actions pour acheter le portefeuille que vous souhaitez acheter et que vous recevez 100 euros du portefeuille que vous avez vendu, bah, il se trouve que vous avez pleinement, vous pouvez investir pleinement l'actif sous gestion dans des produits monétaires en plus de votre stratégie. Et donc ça, c'est un point qui est notable hein, quand même en 2023 que l'on n'avait pas en 2022. Voilà. Et le dernier point, et je m'arrête là, c'est qu'on a mis en place une année 2022 que j'estime comme difficile. On a mis au niveau de nos gestions en place des outils, notamment de gestion des risques gérant par gérant et de structuration des idées, qui permettent d'avoir, je pense, en régime stationnaire, un bien meilleur niveau de jeu pour aller chercher les gagnants et les perdants. Parfait. Alors Alexandre, 2023, c'est plus compliqué ou Alors c'est non? compliqué macroéconomiquement, je dirais oui, mais en même temps c'est aussi un environnement assez intéressant, je pense pour les fonds de performance absolue. Je parlais tout à l'heure de la hausse des taux déclenchée par les banques centrales pour lutter contre l'inflation et l'impact que ça a eu sur les multiples de valorisation. Et j'aimerais juste insister très brièvement là-dessus, c'est qu'on a eu presque une décennie pendant laquelle les taux réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt moins l'inflation, étaient négatifs. Et on est en train de repasser en territoire positif. Et ce changement de taux réel négatif à taux réel positif, c'est un vrai changement de paradigme. Et pour le dire simplement, ça veut dire que c'est la fin de l'argent gratuit. Et donc la fin de l'argent gratuit, ça veut dire que maintenant les entreprises vont avoir plus de mal à se financer, elles vont devoir mériter leurs multiples finalement. Et c'est un environnement dans lequel on revient à des choses rationnelles et les bulles, finalement, dégonflent. Et ça, pour un analyste fondamental que je suis, finalement, c'est un environnement où on peut faire son travail, tout simplement. Et donc ça, c'est la première étape, c'est ce changement de paradigme de taux réel négatif à taux réel positif. Et la deuxième étape qu'on va commencer à voir, je pense, en 2023, c'est l'impact dans l'économie réelle à la fois de l'inflation et de la hausse des taux. Et cet impact, il va filtrer dans les marges des entreprises. Et les marges des entreprises à fin 2022 sont à un plus haut historique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et on a une pression forte, évidemment, via les coûts d'énergie qui ont à peine commencé à filtrer dans les coûts réels de ces entreprises et qui vont filtrer finalement dans toutes les matières premières, mais également dans les coûts salariaux, puisqu'on a un effet de décalage temporel et donc on va voir commencer à augmenter les salaires.
On a aussi des impôts qui vont augmenter, les coûts de financement qui vont augmenter. Et donc, tous ces coûts supplémentaires vont filtrer dans les marges des entreprises. Et là aussi, il y a un vrai travail de fond à faire pour l'analyste fondamental d'aller sélectionner les entreprises les plus résilientes, celles qui ont le plus la capacité d'augmenter leur prix pour faire face à cette hausse de coûts ou de trouver des effets d'échelle ou des économies. Et donc, tout ça, je dirais que c'est un environnement, oui, qui est compliqué pour l'économie, mais qui finalement est un environnement très intéressant à la fois pour les fonds de performance absolue et pour les analystes fondamentaux. Et donc, je dirais qu'on attaque cette année 2023 avec enthousiasme. Parfait. Xavier, est-ce que ça sera difficile? Est-ce qu'il y aura autant de dossiers ou moins de dossiers? Ouais, alors, non, en fait, moi je dirais que d'un point de vue macro, je suis d'accord avec Eric. Bon, les problèmes sont pas forcément résolus, mais ils sont bien identifiés. Et ce qu'il y a de pire pour le marché et pour les décideurs, c'est le manque de visibilité. Donc, je dirais que là, la visibilité est quand même plus grande maintenant qu'elle ne l'a été l'an dernier. Les craintes de récession ont tendance un petit peu à s'évanouir. Donc, ce regain de visibilité, même si on ne tombe pas encore dans le grand optimisme, mais ce regain de visibilité est très positif en termes de flux d'activité de la part des entreprises, hein, encore une fois, qui est notre matière première, nous. Et d'autant plus que on l'a vu que même dans une année qui était pour le coup beaucoup plus complexe, avec beaucoup moins beaucoup moins de visibilité, ce flux était résilient. Donc, on part en ce début d'année assez confiant. Même si globalement, bon, il y a un certain nombre d'incertitudes et d'inconnus, et donc on pense qu'il y aura un retour à meilleure fortune par rapport à l'an dernier, qui était quand même en retrait par rapport à 2021 en termes d'activité des entreprises. Je peux en citer déjà quelques-unes qui sont annoncées, et puis il y a évidemment toutes les potentielles ou toutes celles qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a déjà des grosses opérations. Il y a tout ce qui est simplification de l'alliance de Renault avec Nissan, qui est un élément très intéressant pour nous. Il y a la sortie de Linde, qui est la plus grosse entreprise industrielle allemande et même la plus grosse entreprise allemande de la sortie du marché allemand. Elle a décidé de se recentrer sur les États-Unis. Ça a beaucoup de conséquences. Pour nous, c'est intéressant. Il y a un certain nombre de conséquences intéressantes. Je pense notamment au fait que Air Liquide va devenir le seul producteur de gaz industriel en Europe, donc va bénéficier probablement un certain nombre d'investisseurs européens qui pourront plus être investis dans Linde, vont devoir réinvestir dans Air Liquide. Donc ça, c'est une des conséquences intéressantes des listings de Linde. La scission de Sandoz de Novartis. Sandoz, c'est les génériques de Novartis. C'est une grosse opération qui est d'ores et déjà annoncée pour cette année. Atos Evidian, qui va être un focus qui est annoncé. Evidian, c'est la filiale cybersécurité et big data d'Atos, dont on sait déjà qu'elle devrait être séparée d'Atos en juillet. Il est possible qu'il se passe des choses avant, parce qu'il y a un certain nombre de groupes qui tournent autour d'Atos et qui sont intéressés par cette filiale d'Atos. Et puis on est toujours très attentif à tout ce qui va se passer dans la galaxie Bolloré avec Vivendi. Il y a un certain nombre de raisons de croire que après la scission de Universal Music il y a 1 an et demi, Bolloré puisse déclencher un certain nombre d'opérations autour de Bolloré et de Vivendi. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais c'est un gros point d'attention pour nous. Donc voilà. Donc moi, je dirais raisonnablement optimiste, bien que voilà, dans un environnement qui reste, qui est pas non plus complètement simple. Parfait. Donc, écoutez, je vais vous remercier. Ce que je comprends, moi, surtout, c'est qu'on a des fonds dits de performance absolue qui viennent en appui d'une diversification dans un portefeuille qui serait évidemment plus directionnel. Donc, en tout cas, merci pour ces perspectives. Et puis, on va vous suivre en espérant que vous reproduisiez les mêmes performances positives en 2023. À bientôt.